RCF. Bienvenue dans l'émission Acteurs de fraternité. Nous sommes ensemble pour 30 minutes et encore une fois, nous allons vous faire découvrir de belles initiatives fraternelles. Par exemple, mon invité du jour, Anthony Viot, donne des cours de la langue des signes française à la Maison des Jeunes de Montluçon. Pourquoi ? Pour que des entendants puissent aller partager des moments joyeux et fraternels au Café des Signes de Montluçon. Le Café des Signes de Montluçon, dans l'Allier, existe depuis plus de 20 ans. Sa fréquentation a beaucoup augmenté depuis quelque temps, en particulier depuis la mise en place d'un cours de langue des signes française à la Maison des Jeunes et de la Culture de Montluçon. Le professeur qui anime ces cours s'appelle Anthony Viot et il est mon invité aujourd'hui. Anthony, bonjour. Bonjour. Peut-être pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est le Café des Signes à Montluçon ? Alors le Café des Signes à Montluçon, comme dans de nombreuses villes en France, en fait, c'était des initiatives portées par des personnes sourdes, signantes, qui souhaitaient se réunir autour d'un café et avoir un moment de convivialité, de partage. Et donc le Café des Signes de Montluçon a été créé il y a plus de 20 ans, comme vous l'avez dit, et avait perdu un petit peu en vitesse. Il y avait de moins en moins de fréquentation, ou du moins ça s'était stagné à peut-être 5-6 personnes. Et du coup, avec les cours que j'ai pu commencer à donner à la MJC et la volonté d'une personne, d'une de mes élèves, Patricia Girard, qui était très très motivée, ça a commencé à avoir de plus en plus de succès. Comme vous le dites, l'objectif du café est d'être un lieu fréquenté tout autant par des personnes sourdes que des personnes entendantes. Exactement. Et c'est ça qui change. C'est un lieu d'échange autour d'une langue commune, ce qu'on appelle la langue des signes française. C'est bien cela ? C'est bien Depuis ça. quand existe-t-elle cette langue ? Alors, on va dire que la langue des signes, dans tous les pays, en fait, il y a eu un développement qui date de très très longtemps, mais on va dire qu'elle s'est systématisée ou qu'elle a commencé à vraiment prendre forme officiellement un petit peu avant la Révolution française, quand même, avec l'abbé de l'Épée. Alors très très connu et très apprécié de la communauté sourde, puisque cet abbé a créé la première école pour les sourds en France. Et donc à cette époque, la France était le phare mondial de la langue des signes, c'est-à-dire que des gens du monde entier venaient comprendre ce système, apprendre à créer les mêmes choses dans leur pays, etc. Donc on a été vraiment le pays pionnier, précurseur de cette systémisation de cette langue. Mais son histoire n'a pas toujours été facile. Ah non, effectivement, on est passé du pays pionnier à même, on a des élèves de l'abbé de l'Épée, des sourds qui sont partis aux États-Unis, qui ont développé cette langue là-bas, qui sont allés dans d'autres pays, etc. Et en 1880 est arrivé le Congrès de Milan, qui est le pire cauchemar de tous les sourds, en fait. Même actuellement encore, c'est quelque chose de très marqué, très ancré dans la mémoire et dans la culture sourde. Donc ce fameux congrès de Milan où se sont réunis tout un tas de personnes autour de, on va dire, la question sourde. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais l'idée, c'est que tous les pays européens se sont réunis à Milan et là-bas a été décidée l'interdiction pure et dure de la langue des signes. Avec un prétexte affiché. Dans énormément de pays, ça a été interdit. Et le prétexte affiché, c'était si on pratique la langue des signes, alors on n'apprendra jamais à oraliser, ce qui est un contresens total, ou même ce qui est prouvé aujourd'hui d'ailleurs scientifiquement, c'est un contresens total. C'est en 2005, à travers la loi sur le handicap, qu'elle a été réofficialisée, cette langue des signes. Alors à la fois une bonne chose, mais peut-être aussi l'attacher au handicap ? Oui, effectivement. Alors il faut penser que donc pendant une centaine d'années, cette langue a été interdite. Alors on va parler de la France en concret, mais dans d'autres pays, ça a été pareil. Cette langue, elle a survécu grâce à des petits groupes de sport sourds, des petits clubs, etc. Mais c'était caché. C'était vraiment interdit. Vous imaginez, on a souvent cette image la langue bretonne qui était réprimandée. Mais c'était dans le même genre. Et ça a donc survécu un petit peu sous le manteau. Et dans les années 80-90, il y a ce qu'on appelle l'éveil sourd. Et donc,
cette communauté commence à dire non, là maintenant il y en a marre, on a envie de pouvoir parler cette langue, de pouvoir le faire dans la rue, de pouvoir vraiment officialiser. Et il a fallu attendre la fameuse loi de 2005 sur le handicap pour que cette langue soit officielle. Alors, c'est un bienfait parce qu'on l'officialise, mais on l'officialise à travers une loi sur le handicap. Ce qui est très étrange pour une langue, en fait. Oui, parce que justement, vous préconisez de la voir comme une langue à part entière, et vous dites langue et pas langage, justement, de la même façon que l'on peut apprendre une langue étrangère. Mais effectivement, et cette langue, pour moi, est la seconde langue de France. On a le français parlé et on a le français signé. Et donc pour moi, et je suis largement pas le seul à le penser, elle devrait être officialisée et non pas dans une loi sur le handicap, juste langue officielle du pays. Alors, c'est ce que vous faites avec le cours que vous assurez à la Maison des Jeunes de Montluçon. Vous apprenez à des entendants à parler une langue étrangère. Alors, à des entendants ou à toute personne qui a envie de venir l'apprendre. C'est-à-dire que j'ai quelques personnes qui ont des problèmes d'audition, donc malentendants, mais pas forcément de naissance. C'est des personnes, des fois, qui ont perdu l'audition. Et j'ai un public qui va de 15 à 78 ans actuellement. Et l'idée, c'est toute personne qui a envie d'apprendre cette langue, peu importe d'où elle vient et sa motivation, peut le faire. Et je serais incapable de vous donner le chiffre exact du nombre de signants en France, mais l'idée c'est que c'est une langue nationale et c'est quand même dommage qu'elle soit pas plus promue par le gouvernement. Un vrai Là, changement d'esprit. Je mets un petit tacle, mais... Vous m'avez dit que l'on pouvait utiliser cette langue pour communiquer non seulement avec des malentendants, mais aussi avec des très jeunes enfants. Quand je parlais tout à l'heure du non-sens de l'interdire pour l'oralisation, c'est parce qu'en fait, cette langue permet dès un très jeune âge d'acquérir le langage, d'acquérir des outils de communication, de commencer à communiquer. Un enfant, à partir de 7 mois, peut commencer à faire des signes basiques. Donc, au lieu de pleurer, d'être frustré de ne pas réussir à se faire entendre, il peut commencer à signer « j'ai faim, j'ai soif, il faut changer ma couche ». Il va faire de l'holophrase, c'est-à-dire un signe, une phrase, mais il va se faire comprendre. Et ça, c'est expérimenté? C'est prouvé, c'est expérimenté. Il y a des scientifiques des écrivains qui ont pu écrire sur le sujet. Et on le voit, de plus en plus de crèches proposent ça à n'importe quel enfant, qu'il soit sourd, entendant, malentendant. Et ils se rendent compte, effectivement, du gain en termes de communication. Et il faut penser qu'un enfant entre 0 et 3 ans, son cerveau, c'est une éponge. Il faut pas la laisser sécher. Au contraire, faut l'hydrater. Et c'est une de ces formes-là. On peut donner du langage, des mots à ces enfants qui ne vont pas être retardés sur le langage oral après. Au contraire, ils vont peut-être même prendre de l'avance. C'est un peu un argument qu'auraient les détracteurs du congrès de Milan. Exactement. Si vous pratiquez la langue des signes tout petit, et même, alors, à la limite, même des enfants malentendants, vous le préconisez, ça ne va pas empêcher l'oralisation. Au contraire, parce qu'un enfant va commencer à acquérir des mots, du langage, des connaissances, des concepts à travers cette langue. Donc, on ne fait que développer son cerveau. Donc, on facilite l'absorption et la création du langage chez l'enfant. Anthony, d'où vous vient cet engagement dans la pratique et l'enseignement de la langue des signes qui permet, nous sommes en train de nous en rendre compte, de faire tomber des barrières entre les personnes? Eh bien, j'ai eu la chance, alors moi qui n'étais pas très scolaire, j'ai quand même eu la chance, lorsque j'étais en primaire, d'être dans une école un petit peu d'avant-garde sur l'inclusion. C'était vraiment l'inclusion avant l'heure. On ne parlait pas du tout de ce mot-là à l'époque, et il y avait dans ma classe des élèves sourds, des élèves aveugles et des élèves en situation de handicap. Et donc on avait, à l'époque, un petit peu d'initiation à la langue des signes, et pour pouvoir créer des liens avec ces élèves. L'autre. Et vous êtes resté sensible à cette langue, du coup? Oui, je pense, mais à mon avis, si je recroisais aujourd'hui des élèves de l'époque, je pense qu'on a tous gardé une petite sensibilité avec ça, parce que le aller vers l'autre que nous offre cette langue, mais pas seulement. Là, ça nous permettait d'aller vers ces élèves sourds, qui étaient des enfants comme nous, et de pouvoir créer du lien avec eux. Mais c'est aussi une ouverture même personnelle. La langue des signes, je trouve qu'elle apporte quelque chose aux personnes qui la pratiquent qui est presque indescriptible. Qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, déjà, il faut penser que
une des composantes de la langue des signes, c'est l'expression corporelle, l'expression du visage. Un signe qui ne serait pas accompagné d'une expression du visage pourrait perdre son sens. Ce n'est pas le cas de tous les signes, certains sont avec des expressions neutres. Mais si je dis que je suis heureux avec une expression neutre, on croit juste que je me frotte le ventre. Alors que si j'ai l'expression du visage, ça donne du sens à ce signe. Donc on va travailler sur son expressivité. On va du coup être de plus en plus capable de transmettre des émotions à la personne en face sans même avoir à ouvrir la bouche ou sans même avoir à bouger les mains. Et cette expressivité, elle est bonne pour tout le monde, dont les entendants qui viennent apprendre la langue des signes. Effectivement. Et vous les voyez bouger ? Moi, je vois une évolution. Je suis étonné. Alors, on m'a présenté depuis tout à l'heure comme un prof de langue des signes. Alors, je tiens bien à préciser que n'ayant aucun cours de langue des signes dans les parages, je me suis proclamé, mais je le répète et je le dirai, je continuerai de le dire. Si un jour quelqu'un qui a un meilleur niveau que moi vient à la MJC et dit je veux donner des cours, je lui laisse ma place enchantée et j'assisterai à ses cours. Parce que ça serait extrêmement agréable de voir quelqu'un avec encore plus de niveau venir et renforcer tout ça. La langue des signes mobilise le corps tout entier ? Il mobilise une grande partie du corps. Et c'est vrai que ça fait vraiment travailler sur soi. Et on reconnaît aussi les caractères des gens. Quand quelqu'un signe avec moi, je peux reconnaître une partie de sa manière de fonctionner, de son caractère, de sa timidité ou de sa facilité à rentrer en relation. On sent rapidement la personne qu'on a en face de nous. Et ça, c'est aussi une richesse de cette langue, c'est que tout l'aspect, communication non verbale qu'on peut avoir avec l'oral, mais qui peut être faussé par des tournures de langage, des choses comme ça. Là, c'est difficile de tricher. On sent la personne qu'on a en face. D'ailleurs, vous m'avez fait une remarque intéressante à propos de la compréhension rapide qui peut s'établir entre des personnes qui parlent cette langue. Oui. Même si c'est un espagnol, un anglais. Alors, oui, il faut penser que la langue des signes, alors souvent, il y a cette idée reçue que la langue des signes est une langue internationale universelle. Alors, il en existe une langue des signes internationale, mais qui est une réelle création, on va dire, pour que les sourds, lorsqu'ils font des congrès, puissent échanger plus rapidement, plus facilement. Mais on parle bien d'une langue créée pour ça. Mais sinon, chaque pays a sa langue des signes, voire en Espagne, pour y avoir vécu, il y a 2 langues des signes, la catalane et l'espagnol. Et après, on va avoir des régionalismes, etc. Mais l'idée, c'est que quand vous allez, par exemple, à Reims, tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle le Festival Clin d'œil, avec tout un tas d'artistes sourds qui viennent du monde entier, qui proposent des spectacles, etc. Et donc, on a une population sourde qui vient du monde entier aussi. Et vous vous retrouvez à signer avec des Mexicains, avec des Américains, avec des Finlandais. Il y a une compréhension rapide. Et vous arrivez à échanger avec eux. Alors bien sûr, vous n'allez pas parler tout de suite philosophie, mais il y a quelque chose qui se passe plus rapidement. La démarche de vos élèves, c'est bien la volonté d'aller à la rencontre de l'autre dans sa différence, nous l'évoquions. Vous m'avez dit, je crois, 1 heure par semaine depuis septembre. Oui. Et nous sommes actuellement mois de mars. Ouais. Et ils arrivent à communiquer, à participer au Café des Signes, Oui. à partager des repas, à rire ensemble. Exactement. En fait, alors encore une fois, je reparle de Patricia Girard parce qu'elle est vraiment, selon moi, à l'origine aussi de ce renforcement des liens, etc. Parce que c'est sa motivation qui a redonné ce souffle au Café Signe. Et mais quand elle y allait, elle, la première fois, c'était la seule de mon groupe à se dire « Allez, j'ose, j'y vais, j'affronte ». Et elle a été très bien reçue. Et elle avait 4 mois de langue des signes derrière elle. Et ils l'ont accueillie, ils l'ont cocooné, ils l'ont aidée. Et maintenant, je vois mes élèves de première année qui y vont, ils passent des moments extraordinaires d'échange, de partage, de rire. Le Café Signe, finalement, à chaque fois, se transforme en restaurant derrière, c'est-à-dire que vendredi dernier, vous aviez 33 personnes au Café Signe et 21 au restaurant qui a suivi.
Merci beaucoup Anthony d'être venu illustrer de façon très concrète un visage de la fraternité que nous souhaitons valoriser dans cette émission. Faire l'effort, et il n'est pas si grand que cela, d'apprendre une langue pour aller à la rencontre de l'autre. Merci beaucoup. Nous prenons l'engagement que lors d'une prochaine émission d'Acteurs de fraternité, nos équipes iront au Café des Cygnes de Montluçon pour découvrir ce lieu de partage et de fraternité.